Bonjour à toutes et à tous. Nous parlerons donc, et c'est le programme, des perceptions du changement climatique, des clivages qu'il suscite et des perspectives d'action collective et individuelle. Et pour ouvrir cette matinée en vous présentant les principaux enseignements de cette 4e édition, voici le directeur des études d'EDF, M. Didier Witkowski. Merci Alexandre. Effectivement, on va commencer par revenir sur les résultats de l'enquête 2022 que je vais vous représenter très succinctement si vous ne connaissez pas bien cette étude. Au total, c'est 24 000 personnes qui sont interrogées chaque année depuis 2019. Difficile de ne pas commencer quand même par le contexte et surtout de s'interroger sur la résilience ou pas de la thématique environnementale compte tenu de toutes les crises que l'on a vécues depuis 2019, crise sanitaire, crise économique, inflation, tensions géopolitiques. Quelle place pour l'environnement ? L'enseignement est que, d'une certaine manière, l'enquête confirme une intuition qui n'était quand même pas difficile à avoir, qui est que l'inflation frappe par son côté universel et très fort en termes de priorité. L'environnement, pour autant, n'est pas marginalisé. Vous le voyez rester au second plan, mais quand même cité par plus de 4 interviewés sur 10. Lorsqu'on étudie la hiérarchie des priorités environnementales avec les interviewés, le changement climatique est devenu la thématique centrale sur la question des origines même du changement climatique. On imaginait là aussi dans nos représentations que plus les gens allaient être persuadés que le changement climatique est d'origine humaine, plus ça justifie un changement de mode de vie, un changement de modèle, une inflexion des modèles. Là aussi, on voit décroître légèrement, on est passé de 69 à 63, pas tellement au profit des climato-sceptiques hard. Au fond, le climato-scepticisme, ceux qui nient l'existence du changement climatique, vous voyez, sont très peu, toujours moins de 10%. Simplement, la population qui l'attribue plutôt à des origines naturelles ou alors des origines inconnues, a plutôt tendance à monter depuis quelques années. Du côté des pratiques les plus fréquentes, on est sur des gestes qui sont certes des gestes favorables à l'environnement, mais qui ne sont pas réellement orientés en faveur du climat et ne sont pas des leviers forts de la décarbonation. Ensuite, lorsqu'on arrive sur les gestes qui sont vraiment plus contraignants et qui concernent notamment les déplacements et les déplacements individuels, on arrive dans des taux qui ne permettent pas l'adoption de mesures de façon relativement, je ne vais pas dire consensuelle, mais avec des majorités un peu confortables. Monsieur Witkowski nous le montrait, il n'y a pas nécessairement de prise de conscience à proportion du risque climatique, ou en tout cas de ce changement climatique. Comment se fait-il que cette prise de conscience ne progresse pas tant ? Quand on a discuté entre nous, au résultat de cette enquête, on dit au fond les gens sont peut-être dans une espèce d'état, je ne sais pas comment appeler ça, de sidération, quoi. Au fond, c'est des désordres tellement impressionnants, émotionnants, que la première chose qui vous vient à l'esprit, simplement, c'est la nature est folle. Et on oublie petit à petit qu'en dehors de la nature, il y a aussi des petits humains qui font quelque chose. Mais pour ça, il faut tout un raisonnement, bien sûr que vous avez tous ici, mais qui n'est peut-être pas aussi spontané, parce que, évidemment, on doit le dire, puisqu'on étudie de l'opinion, les gens voient les faits à travers des cadres idéologiques, à travers des cadres mentaux. Et donc, ils n'en tirent pas forcément tous les mêmes conclusions. Monsieur Peretti-Vattel, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de la sociologie du risque. Ça signifie là aussi qu'en fait, l'évidence du risque ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un risque face à soi pour se dire « je dois agir pour essayer de le diminuer ». Oui, bah, d'abord, en fait, un risque, par définition, c'est allusif, on ne le perçoit pas forcément. Alors, Ulrich Beck, qui était un sociologue qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là à partir des années 80, il expliquait que paradoxalement, les risques majeurs contemporains, ils sont de très forte ampleur, mais ils restent invisibles. Et lui, il prenait l'exemple des radiations
qu'on ne perçoit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir via des dispositifs qui nous renseignent sur des mesures, donc indirectement. Bon, le changement climatique, c'est pareil. C'est important de rappeler ce que disait Daniel tout à l'heure. Il y a un travail d'interprétation qui doit se faire en fonction de cadres cognitifs qui dépendent des expériences personnelles, qui dépendent des cultures, effectivement des conceptions qu'on a de la nature. Et on sait aussi que ces constructions-là ont une forte inertie et que c'est pas du tout facile de changer la façon dont les gens se représentent un risque. Et donc là, on parle des conséquences effectivement avérées, mais il y a aussi d'autres composantes effectivement dans la perception d'un risque. D'abord, il y a les effets à venir, et donc là, par définition, ce sont des choses qui sont difficiles à percevoir puisqu'elles ne se sont pas encore réalisées. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est importante effectivement dans la perception du risque. On l'a aussi évoqué à l'instant, c'est la question on parlait du découragement, par exemple, c'est la question des émotions. Et effectivement. Et en particulier quand un risque est présenté comme quelque chose de terrible, catastrophique, qui va ça crée de l'émotion, ça crée de la peur et ça crée des réactions qui peuvent être assez paradoxales. Il existe une part de la population qui prend en compte cette nouvelle réalité. Monsieur Brugidou, c'est ce que vous appelez le public du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous les présenter de manière un peu succincte? C'est-à-dire, qui est ce PCC, ce public du changement climatique? Alors, le public du changement climatique, en fait, c'est un public qui se sent concerné au sens où John Dewey aurait dit le public d'un problème. Et qu'est-ce que c'est que ce problème, le changement climatique? Il y a un politiste américain, Grosnick, qui a expliqué quelles sont les conditions pour lesquelles on juge que un problème devient un problème public. Et pour le changement climatique, il dit au fond il y a 5 conditions. Il faut que penser que le problème existe. Alors oui, il existe. Il faut penser que les conséquences sont graves et qu'elles sont négatives, qu'il est d'origine anthropique et qu'on peut faire quelque chose. Et donc ces 5 conditions-là sont des conditions qui font du changement climatique un problème public. C'est pas forcément mon problème, hein, c'est le problème de tout le monde. Et du coup, là, on n'est plus à 60-69% de gens qui pensent que le changement climatique est d'origine anthropique, mais on est à peine 30%. Et en France, on est à 20%. De gens qui constituent ce public attentif. C'est une sorte de public intermédiaire entre les militants du climat et les gens qui sont inattentifs. Et donc voilà. Alors, il a des caractéristiques socio-démographiques qu'on connaît, qui ne sont pas très loin de celles du public qui a une sensibilité environnementale. Et donc, on a là un public qui est un support pour une action publique et un soutien pour une action publique. Ce qui m'inquiète le plus, et on en parlera un peu plus tard dans cette discussion, c'est la montée d'un climato-scepticisme qui est quelque chose qui est plutôt la contestation du système, c'est-à-dire une espèce de mouvement qui consiste à dire on en a assez que vous nous parliez de ça, on a d'autres problèmes, surtout les jeunes, et puis au fond tout ça c'est des histoires, tout ça c'est des histoires qu'on nous raconte mais on n'y croit plus vraiment, et que ça se greffe à quelque chose qui est en train d'arriver dans nos sociétés, la post-vérité, c'est vraiment dangereux. Parce qu'au fond, toutes ces dernières années, moi j'ai eu le sentiment que le climato-scepticisme c'était un reliquat, que ça allait disparaître. Ben non, ça disparaît pas, ça se maintient. Je crains maintenant que ça puisse être un peu explosif sous l'angle de l'antisystème. Ce que l'on a observé, c'est que depuis le début de l'observation, on a toujours eu 2 grands blocs qui s'opposent. D'un côté les climato-sceptiques, de l'autre côté les partisans des constats du GIEC, avec des sous-communautés, bon, je décris ça très rapidement, et des proportions qui sont à peu près celles que l'on trouve dans les études mondiales. Pour ce qui est de la France, il n'y a jamais eu de vraiment communauté climato-sceptique très structurée dans cet espace-là, Twitter, jusqu'à cet été-là. Et effectivement, cet été-là, en 2022, on a vu une activité, des communautés se structurer. Ce qui s'est passé là, ce qu'on a observé, ce qui était très, très frappant, c'est que donc, depuis à peu près la guerre en Ukraine, mais surtout depuis cet été, il y a un autre courant de climato-scepticisme qui s'est introduit et qui, lui, se structure de manière très très différente, n'est pas forcément synchronisé qu'avec ces cycles été, événements climatiques, etc., et qui développe des narratifs complotistes très forts. Pour moi, il y a vraiment l'utilisation opportuniste du thème réchauffement climatique
comme un terrain de division pour affaiblir des démocraties. Donc si on regarde ce cœur de militants, 60% ont aussi relayé la propagande du Kremlin au moment de la guerre en Ukraine. Des proportions similaires, plus de 50%, ont participé aussi à des discours anti-système, anti-dictature sanitaire pendant la pandémie. Quel est l'impact de ces discours en ligne sur la vraie vie ? Si vous agissez sur des réseaux sociaux qui ont 10 millions, 20 millions de concitoyens sur ce réseau-là, et que vous arrivez à en influencer 10%, forcément vous aurez un impact. Monsieur Persicot, je voudrais commencer avec vous, si vous me le permettez. On voit dans les chiffres de cette année que l'environnement reste quand même la deuxième préoccupation des Français, bien derrière l'inflation, hein, et évidemment. Pourtant, cette priorité sur la croissance, d'une certaine manière, s'est tassée depuis 2019. Est-ce que ça signifie que sur le temps long, ce sujet baisse d'importance ? La question que j'ai particulièrement étudiée, moi, c'était celle qui mettait en balance la croissance économique et les emplois versus l'environnement, et où on se rend compte que dans une très large majorité de pays, c'est l'environnement par rapport à la croissance économique et les emplois qui dominent. Le problème, c'est que ces enjeux, la manière dont les opinions publiques se situent, dont le débat public se structure, etc., c'est des choses qui se structurent sur le temps long. Ça prend du temps, parce que ça demande de la politisation, il y a des échecs, il y a des avancées, des reculs, il y a des opposants très clairs, etc. Sur le temps long, il y a une évolution qui est indéniable. Monsieur Jaffray, vous avez étudié les liens de l'opinion publique sur le climat, avec, en rapport notamment évidemment au clivage politique, et vous l'avez fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Dans ces 4 pays, comment la question climatique s'inscrit-elle justement dans ces clivages ? On pouvait penser que c'est d'abord un clivage d'âge, un clivage générationnel, un clivage culturel. Non, le clivage politique fonctionne à plein. Et dans les 4 pays. Par exemple, aux États-Unis, entre ceux qui se classent très à gauche, j'ai regroupé, hein, donc les cases, des 2 cases les plus à gauche, 77% sont des climato-convaincus. Ceux qui se classent les plus à droite, je ne trouve plus que 43%. Au Royaume-Uni, 87 d'un côté, 45 de l'autre. En Allemagne, alors les plus à gauche sont moins climato-convaincus. Il faut que je tombe sur la case suivante, 82% à 46%. Et c'est la France, notre pays, si souvent présenté comme toujours divisé, l'archipel français, qui finalement est le plus uni sur ces questions. Est-ce que des votants peuvent changer d'affiliation politique selon ce qu'ils pensent du changement climatique et des politiques publiques à mener ? Question très importante, il y a un point qu'il faut bien rappeler, c'est qu'en fait, le changement de comportement électoral individuel, c'est pas du tout la norme, c'est rare. C'est rare qu'un individu change radicalement de comportement électoral. Mais le point le plus important, c'est finalement le renouvellement générationnel. Chaque année, vous avez environ 700 000 électeurs qui meurent et 700 000 électeurs qui rentrent sur le marché, le marché électoral. Donc du coup, tous les 5 ans, vous avez un renouvellement assez considérable de l'ordre de 7% du corps électoral. Ça veut donc dire que le critère générationnel joue un rôle primordial. Monsieur Galland, vous avez précisément étudié ces clivages-là, ces différences en fonction des catégories d'âge. Est-ce que vos études démontrent l'existence d'une génération climat qu'on a pu aussi appeler à tort parfois la génération Greta ? À l'échelle mondiale, non, certainement pas. Il n'y a pas de génération climat, me semble-t-il, à l'échelle mondiale. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, alors plutôt pas les pays développés, mais les autres, il n'y a vraiment pas de différence de génération. Pas de différence. Notamment, par exemple, en Amérique latine, dans des pays aussi très sceptiques, les jeunes ne se distinguent pas non plus des autres classes d'âge. Alors en Europe, la réponse est mitigée, je dirais. Finalement, aujourd'hui, en Europe, tout le monde est à peu près convaincu, enfin largement en tous les cas, très largement convaincu du phénomène du changement climatique. Donc là, il y a plutôt une convergence. Alors ensuite, il y a des différences générationnelles assez intéressantes, ce qui font que la réponse est mitigée. Les jeunes, ils sont engagés collectivement pour lutter contre le changement climatique ou exprimer leur désapprobation ou leur peur ou leur révolte à ce sujet. Donc voilà, ils vont manifester. Bon, ça correspond finalement à leur fibre protestataire qu'on constate dans beaucoup d'autres domaines. Par contre, si on regarde l'engagement individuel
pour mener des actions personnelles en vue d'adapter son mode de vie pour lutter contre le changement climatique, là, au contraire, ils sont plutôt moins-disants. Donc les jeunes sont engagés collectivement, ils le sont moins individuellement. Et puisqu'il n'y a pas de génération Greta, est-ce que ça signifie au fond que l'on retrouve les clivages dont nous parlons ici au sein même des catégories dites jeunes? Bien sûr. En fait, les jeunes sont très divisés sur la question. Il n'y a pas du tout d'homogénéité de la classe d'âge là-dessus. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres manières de comprendre ce clivage, notamment les catégories socio-professionnelles, le niveau d'études, l'implantation géographique? Ce qui ressort assez clairement de cette enquête-là, en tout cas, c'est que le principal facteur, c'est un facteur d'éducation. Il y a un gros investissement de l'Inde dans les énergies solaires. On ne peut pas nier l'ampleur de l'effort, un peu l'éolien, mais surtout vraiment les parcs solaires qui se multiplient. Et puis d'un autre côté, oui, vous avez ce recul de la protection du couvert forestier. Et deuxièmement, ces mines de charbon qui sont données en concession, alors à nouveau aux oligarques. C'est ça, le sujet, il est là. On détricote toute la protection environnementale qui avait été établie par la législation du gouvernement précédent. Est-ce que les positions écologiques, elles sont portées par le gouvernement? Est-ce qu'il y a des partis qui défendent ces positions-là? Non, là, on a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de parti vert. Les ONG ont longtemps été très efficaces. La justice aussi, d'ailleurs. Ce sont les deux grands acteurs du secteur environnemental. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est en grande difficulté. Les ONG, comme dans d'autres régimes de type autoritaire, sont privées des financements extérieurs. Et ce que je dirais pour conclure, du coup, c'est qu'on voit bien combien la dédémocratisation, le processus d'autorisation, ou d'autoritarisme plutôt, du pouvoir, impacte l'environnement. Et ça vaut pour les médias, ça vaut pour les ONG, ça vaut pour l'appareil judiciaire. Quand vous perdez en démocratie, vous perdez en défense de l'environnement. Les deux enjeux sont concomitants et on aurait tort de les découpler. Alors oui, les États-Unis sont un pays vraiment extrêmement intéressant sur ces questions d'opinion publique et de climat, parce que c'est un pays avec beaucoup d'éducation, beaucoup de moyens, etc. Et pourtant, il y a un niveau de climato-scepticisme qui est vraiment très particulier en Occident, record, j'ai envie de dire. En gros, ce qui se passe, c'est que de toute manière, c'est un pays extrêmement polarisé politiquement. Donc en gros, si vous êtes républicain, vous allez être plutôt climato-sceptique et donc peu enclin à faire des changements, etc. Et si vous êtes démocrate, vous allez être plus... si vous êtes à mesure que vous êtes plus progressiste, vous serez plus soucieux des questions de changement climatique. C'est vraiment que ce climato-scepticisme, il est issu au départ de la droite chrétienne. Et quand on parle de la droite chrétienne aux États-Unis, on parle principalement du protestantisme et d'une certaine théologie protestante. Ça vient se conjuguer avec un autre courant qui est très fort à droite aux États-Unis aujourd'hui, qui est, et Trump en est vraiment le symbole, qui est un positionnement anti-élite. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les élites sociales, mais on n'aime pas non plus les élites scientifiques et intellectuelles. Il y a quelque chose qui vient ensuite, qui est le consumérisme américain. Alors, il est plus transpartisan, on ne va pas se mentir. Les démocrates ont aussi des grosses bagnoles, donc ça c'est sûr. Mais ils ont peut-être plus une réflexion et ils sont peut-être moins... comment dirais-je, moins dans la défense du way of life américain. Vous parliez tout à l'heure de la corrélation très nette entre ce scepticisme et les opinions politiques. Alors, est-ce que ici, corrélation vaut causalité? Oui, absolument. Il y a aussi quelque chose de presque libertarien, si vous voulez, dans cette attitude qu'on retrouve vers la droite du spectre politique. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui sont climato-sceptiques parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement fédéral vienne dire aux États ce qu'ils doivent faire, que le gouvernement, d'une manière générale, vienne dire à l'individu ce qu'il doit faire. Et ça se couple aussi avec un isolationnisme sur le plan international.
Monsieur Grossman, vous avez étudié le soutien à 13 mesures de politique publique en Europe. Est-ce qu'il y a des politiques publiques dont on pourrait se dire, bon, ok, il y a plein de gens qui ne sont pas très informés, qui en ont un peu marre, qui par ailleurs font déjà ce qu'ils peuvent, mais tiens, si on fait ça, ça marche un peu. De manière générale, à partir où une politique publique génère des coûts, des surcoûts, elle va générer des oppositions. Donc du coup, une première stratégie serait de réfléchir à la distribution de ces coûts. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais au-delà, la vraie question, et ça c'est une stratégie plus difficile, mais probablement plus prometteuse, il faut que les normes sous-tendant ces politiques publiques intègrent l'identité citoyenne. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux et évidemment de beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc les deux stratégies sont d'ailleurs pas du tout contradictoires, mais je pense que si on veut arriver quelque part, il faut que la première soit au service de la deuxième. Le problème étant maintenant que sur cette question de changer l'identité et de faire entrer ces normes environnementales dans notre identité citoyenne, les gouvernements sont de moins en moins bons à faire ça. Monsieur Witkowski nous a montré quelques exemples de politique publique. Est-ce qu'on est capable de faire la gradation entre ces offres-là ? En fait, il y a des différences quand même relativement importantes entre des pays riches et des pays pauvres. Mais c'est vrai que malgré ces différences-là, on voit que les péages urbains sont universellement détestés. L'autre cas, qui est, je crois, la mesure qui suscite le plus d'opposition, et particulièrement dans les pays riches, c'est effectivement cette histoire de taxe sur les billets d'avion. Qu'est-ce qui est le plus efficace finalement? Est-ce que c'est l'encouragement, comme on l'a entendu aux États-Unis, ou est-ce que c'est la coercition, c'est-à-dire à un moment dire vous ne fumerez plus dans les bars, vous ne ferez plus Paris-Nantes en avion? Alors, si on regarde la palette des outils qu'on a à notre disposition, il y a effectivement la coercition. La coercition, c'est quand même vachement pratique. Parce que d'une part, ça réaffirme d'un point de vue normatif ce qui est bien ou pas bien pour tout le monde. Après, la loi est censée être massifiée d'emblée. Et puis, ça peut fonctionner, notamment quand il y a une compréhension de ces normes formelles. Par exemple, l'interdiction des sacs à usage unique en caisse. Voilà, c'est passé, parce que les gens en comprennent la nécessité. Vous m'avez parlé après d'encouragement. Alors, encouragement, j'entends tous les outils d'information et de communication, en gros. Alors oui, c'est absolument nécessaire pour tous les types d'outils, d'ailleurs. En particulier, dans les démocraties, il faut toujours expliquer pourquoi. Mais on voit bien, et l'enquête est explicite là-dessus, que ça ne suffit pas. C'est-à-dire entre le savoir, croire le savoir, avoir des attitudes, que ça se transmute après en comportement réel et en acceptation de politique publique, à chaque fois, il y a des sauts qui sont pas évidents. Mais il y a d'autres outils très importants à disposition des politiques publiques, mais aussi de tous les acteurs. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement, des infrastructures, des technologies. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, la dernière chose, c'est les incitations économiques. Alors, on appelle ça incitation économique. C'est pas rangé dans la catégorie des contraintes, mais c'est quand même incitation économique sous contrainte budgétaire. Et c'est bien ça qui fait que c'est efficace, et c'est bien ça qui fait aussi que ça a ses inconvénients de son efficacité. C'est que plus vous êtes contraint, plus ça va être efficace, mais plus ça va être injuste. Pour terminer sur les différents outils, faut savoir aussi à qui vous les appliquez. Est-ce que vous les appliquez aux individus ou est-ce que vous les appliquez à l'offre? Est-ce qu'il est difficile ou impossible de convaincre nos compatriotes de changer leur mode de vie? Est-ce qu'aujourd'hui dans un statu quo inamovible, monsieur Teinturier? C'est quand même une question redoutable, parce que si on avait la solution, je pense qu'elle intéresserait tout le monde. Non, je ne pense pas qu'on soit dans un statut inamovible. On est dans une difficulté extrême pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Je crois que ce qu'il faut déjà considérer, quand vous prenez ce qu'on recueille, c'est qu'on ne peut pas faire avancer les choses s'il n'y a pas un système d'accompagnement adapté aux circonstances et adapté aux individus. Si vous faites fi de ça, vous allez dans le mur. Il est clair qu'il y a un enjeu vraiment de confrontation avec le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas demander à des individus qui sont en situation de précarité, de difficulté, de tension sur le pouvoir d'achat, de faire des efforts supplémentaires. Donc là, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des mesures dans la rénovation énergétique, ce sont des budgets extrêmement importants. Alors très vite, la difficulté, c'est que, et notamment en France, vous avez l'emblème justice qui arrive.
Donc est-ce que c'est juste de faire ça pour telle catégorie, pas pour telle autre catégorie? Et vous pouvez générer aussi des freins sur cette idée de l'équité ou de l'inéquité des mesures. Alors effectivement, c'est une erreur stratégique de tout faire reposer sur les individus. Après que d'exonérer les individus de toute responsabilité, on est une autre. Et donc le reste, donc les 3/4 du chemin à parcourir, c'est bien la décarbonation de l'énergie, la décarbonation des transports, du système productif, donc aussi de l'agriculture, de l'industrie, etc. Est-ce que ça signifie que la sobriété n'est possible que si, au fond, elle devient le socle d'un nouveau contrat social? Oui. Voilà. 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 On est d'accord là-dessus. On a eu longtemps tendance, et on continue d'avoir tendance à considérer la politique environnementale comme séparée, comme un domaine à part de l'ensemble des politiques publiques. Or, la transition est exige une transformation de telle ampleur qu'il faut forcément un peu tout rediscuter. Est-ce que ces enquêtes et toutes les discussions que nous avons ont un écho chez vous, au sein de l'entreprise et peut-être même de la stratégie d'entreprise? Alors oui, cette enquête, évidemment, elle nous aide parce que quand on est EDF, et c'est important de le rappeler quand même, on est le plus grand producteur d'électricité au monde sans émission directe de CO2. Donc évidemment, ça nous donne une responsabilité forte pour à la fois être au rendez-vous de ça et puis aussi pour essayer de débunker un certain nombre de sujets qu'on a compris justement grâce à ces enquêtes. Et le premier, c'est notamment, on parle malheureusement en France que de renouvelables versus nucléaire. Or, la production d'électricité en France, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le sujet, il est complètement ailleurs. Et donc pour nous, ça demande d'essayer, d'ouvrir le débat et de ne pas parler que de nucléaire et de renouvelables, mais ça demande aussi d'aller voir les autres secteurs, donc le transport, le bâtiment, l'agriculture. Et donc la stratégie d'EDF, elle est bien d'aller chercher la décarbonation de ces secteurs. Par ailleurs, on a aussi conscience que le sujet sobriété, il est clé aussi, alors même qu'on est un producteur. Donc je pense qu'on a un travail à faire sur ce qu'on met derrière le mot sobriété. On fait beaucoup aussi de réflexions en interne sur ça. Quand EDF a mis en place sa raison d'être en 2020, on a voulu cet aspect systémique. Et notre raison d'être, elle est bien neutralité carbone, tout en préservant les limites de la planète, donc les ressources naturelles, et en conciliant bien-être et développement responsable. Et on voit qu'il n'y a aucun projet qui rentre dans les cases. Aucun. Il y a toujours des compromis. C'est des compromis efficients et ils ne sont pas simples. Ce qu'on entend quand même de ce qui se dégage, c'est aussi que nous ne partons pas complètement dans l'inconnu. On l'a entendu, il y a des plans, il y a des stratégies, il y a des possibilités. Et peut-être devrait-on finir là-dessus. Le GIEC n'a cessé de nous le dire, il n'est pas trop tard. Et surtout, chaque fraction de degré compte, ce qui signifie qu'au fond, chaque action compte, l'information, la diffusion de ces informations, la compréhension de ces informations, la transformation de nos business models. Bref, c'est au fond presque à nous tous et toutes de jouer au titre citoyen, entreprise et électeurs et électrices, de manière à ce que l'année prochaine, lors de la prochaine vague de l'Obscope, nous puissions à un moment nous dire, ben tiens, il y a un peu moins de climato-sceptiques, il y a un peu plus de gens convaincus et il y a peut-être surtout plus d'adhésion envers ces efforts et ces politiques publiques qui sont indispensables.